On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses ennemis. Parfois, ce sont les mêmes personnes. La pluie frappe contre la vitre du bureau de Maître Valois. Un bruit sourd, régulier. Le chauffage crépite dans le coin de la pièce, mais l'air reste froid. Eliane s'assoit. Elle ne retire pas ses gants en cuir noir, elle pose son sac à main sur ses genoux, elle regarde droit devant elle. L'objectif de la caméra est sans fixe. Elle ne cligne pas des yeux. En face d'elle, ses deux enfants, Marc et Sophie, souriant. Ils pensent qu'ils ont gagné. Ils pensent que la signature qu'ils attendent n'est qu'une formalité administrative. Une simple étape pour consolider leur empire immobilier bâti sur le nom de leur mère. Le silence dure 1 minute entière. On entend uniquement le froissement du papier que l'avocat déplace sur le bureau en chêne. Marc ajuste sa montre en or. Une montre achetée avec les dividendes de la société de gestion qu'Eliane a créée il y a 30 ans. Il transpire légèrement. L'odeur de son parfum coûteux, un mélange de santal et de vanille, remplit l'espace clos. C'est une odeur de confiance artificielle. Sophie, elle, tapote ses ongles contre l'accoudoir de son fauteuil. Un bruit sec, un tic nerveux. Eliane observe la poussière qui danse dans un rayon de lumière grise. Elle se souvient de l'odeur de l'encre fraîche lorsqu'elle a ouvert le premier compte pour ses enfants. Elle se souvient de la sensation du papier glacé des diplômes qu'elle a payés. Elle regarde ses mains. Ses mains ont signé des chèques, des contrats, des cautions. Ses mains ont porté Marc quand il avait la fièvre. Ces mêmes mains vont maintenant initier un effondrement silencieux. Marc prend la parole. Sa voix est basse. Il utilise ce ton protecteur qu'on réserve aux personnes âgées ou aux malades. Il dit que c'est pour son bien. Il dit que la gestion de la holding devient trop lourde pour elle. Il parle de retraite, de repos, de sérénité. Il ne mentionne pas les dettes qu'il a accumulées dans ses investissements cryptographiques secrets. Il ne mentionne pas la villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat que Sophie veut acheter avec l'argent de la vente des actifs principaux. Eliane tourne lentement la tête vers son fils. Elle voit le grain de sa peau. Elle voit la petite cicatrice sur son sourcil gauche. Elle ne répond pas. Elle prend le stylo plume. Le poids du métal est froid contre ses doigts. Elle ne signe pas le document de cession totale. Elle signe un ordre de virement interne. Elle transfère les fonds de réserve vers une structure dont ils ignorent l'existence. C'est le premier mouvement. Le premier domino. Le bureau est une boîte de verre. Dehors, la ville de Lyon s'étend sous un ciel de plomb. Les voitures glissent sur le bitume mouillé. Rien ne semble avoir changé. Pourtant, dans cette pièce, la structure moléculaire de leur vie vient de se modifier. Eliane pose le stylo. Le clic du capuchon résonne comme un coup de feu dans le silence de la bibliothèque. Elle pense à l'appartement de la rue de la République. Elle pense au tableau de maître qui orne les murs. Elle pense à l'identité qu'ils lui ont volée, utilisant son crédit, sa signature, son prestige pour obtenir des prêts massifs auprès de la banque privée. Ils ont utilisé son nom comme un bouclier, puis comme une arme contre elle. Ils ont falsifié sa volonté lors du dernier conseil d'administration. Ils pensent qu'elle ne sait pas. Ils pensent qu'elle est une vieille femme qui perd le fil de ses pensées. Marc sourit encore. Il tend la main pour prendre le dossier. Eliane ne lui donne pas. Elle le garde sous sa main gantée. Elle sent la chaleur de son propre corps à travers le cuir. Elle se lève, sans un mot. Elle marche vers la porte. Ses talons claquent sur le parquet avec une régularité métronomique. 1, 2, 1, 2. Elle n'attend pas qu'on lui ouvre la porte. Elle l'ouvre elle-même. Dans le couloir, l'odeur de la cire pour meubles est entêtante. Eliane descend l'escalier. Elle ne regarde pas en arrière. Elle sait que Marc et Sophie se réjouissent déjà à l'intérieur du bureau. Ils croient que le document signé est celui de leur liberté financière totale. Ils ignorent que ce qu'elle vient de paraffer est le déclenchement d'un audit interne complet sur l'utilisation frauduleuse de son identité bancaire. Elle sort dans la rue. Le froid lui fouette le visage. Elle inspire profondément. L'air sent l'ozone et le diesel. Elle monte dans sa voiture. Elle ne met pas de musique. Elle n'allume pas la radio. Elle reste assise dans le noir, les mains sur le volant. Elle regarde les essuie-glaces balayer l'eau de gauche à droite. Le mouvement est hypnotique. La fortune est une illusion de papier. Elle le sait mieux qu'eux. Elle a construit cette illusion. Elle sait par quel coin il faut tirer pour que tout se déchire. Ils ont voulu son identité. Ils l'auront. Mais ils devront aussi assumer toutes les responsabilités qui vont avec. Les dettes, les enquêtes, le déshonneur. Le processus est enclenché. Il est lent. Il est irrémédiable. La caméra reste fixée sur le rétroviseur où l'on voit le reflet de ses yeux. Aucun remords. Aucune tristesse. Juste une observation clinique du chaos qui commence. Elle tourne la clé. Le moteur vrombit faiblement. Elle s'engage dans le trafic. Elle disparaît dans la masse grise des voitures. Le premier acte est terminé. Le piège est posé. Le silence revient sur le bureau de l'avocat,
où les enfants rient encore, ignorant qu'ils viennent de signer leur arrêt de mort sociale. Le silence de l'hôpital est différent de celui d'un bureau. Il est épais. Il sent l'éther, le plastique brûlé et la soupe industrielle froide. Eliane est allongée sur le lit, numéro 412. Elle regarde le plafond blanc. Elle compte les fissures dans le plâtre. Une fissure ressemble à une racine. Une autre à une larme figée. Elle ne bouge pas. Son corps est lourd, engourdi par les médicaments qu'on lui a administrés après son malaise cardiaque mineur. Elle entend le bip régulier du moniteur. C'est le seul rythme de sa vie actuelle. La porte de la chambre s'ouvre avec un grincement métallique sec. Elle ne tourne pas la tête, elle connaît ce pas. Marc entre le premier. Ses chaussures de cuir craquent sur le linoléum. Sophie le suit. L'odeur de son vernis à ongles frais arrive avant elle. Il ne demande pas comment elle va. Il ne touche pas sa main. Ils s'arrêtent au pied du lit. Ils sont deux silhouettes sombres contre la lumière crue des néons du couloir. Marc sort un dossier de sa mallette. Le bruit du papier froissé est une agression dans ce silence clinique. Il parle. Sa voix est un murmure monocorde, dépourvu de toute chaleur filiale. Il dit que le médecin a été formel. Il dit que sa capacité cognitive est en déclin. C'est un mensonge. Eliane le sait. Elle a entendu le médecin dire le contraire 1 heure plus tôt. Mais Marc a payé pour un autre rapport. Il a utilisé l'accès au compte de la société pour acheter un diagnostic. Il pose le document sur la table de nuit, à côté du verre d'eau tiède où flotte une bulle d'air. Sophie s'approche. Elle se penche sur sa mère. Son visage est lisse, inexpressif. Elle explique qu'ils ont pris une décision difficile. Elle utilise le mot « protection ». Elle dit qu'ils ont déjà transféré sa signature électronique sur leurs propres appareils. Elle dit qu'ils ont changé les codes d'accès de la maison de campagne. Elle dit que ses affaires personnelles ont été mises dans des cartons. Le monde d'Eliane se réduit à ce moment précis. Elle sent le froid du métal du lit contre son bras. Elle réalise qu'ils ont profité de son sommeil sous sédation pour manipuler ses comptes bancaires. Ils ont utilisé son identité numérique pour contracter un prêt de 2 millions d'euros au nom de sa holding, puis ils ont transféré cette somme sur un compte offshore au Panama. Ils l'ont dépouillée alors qu'elle luttait pour son prochain souffle. Sophie retire un petit carnet de son sac. C'est le carnet d'adresse d'Eliane. Elle le déchire lentement en deux. Le bruit du papier qui se rompt est lent, délibéré. Elle jette les morceaux dans la corbeille à papier en plastique gris. Elle dit qu'Eliane n'aura plus besoin de contact extérieur. Elle dit que désormais il gère tout, tout. Sa fortune, sa maison, sa vie, sa mort. Marc prend le stylo fixé au tableau de bord médical. Il demande à Eliane de signer une procuration permanente pour simplifier les choses. Il lui tient la main. Ses doigts sont moites. Il force ses doigts à se refermer sur le stylo. Eliane ne résiste pas physiquement. Elle laisse sa main être guidée. Elle trace une ligne tremblante qui ressemble à une signature, mais qui contient un code visuel secret qu'elle a convenu avec son notaire personnel des années auparavant pour les cas d'urgence. Un signe de détresse caché dans une boucle. Ils pensent qu'ils l'ont brisé. Ils se regardent en échange d'un hochement de tête rapide. Un signe de victoire. Ils quittent pour la chambre sans un regard en arrière. La porte se referme avec un clic définitif. Eliane reste seule. Elle fixe le plafond, elle sent une goutte de sueur couler le long de sa tempe. Elle ne pleure pas. Les larmes sont un gaspillage de liquide biologique. Elle analyse la situation. Ils ont volé son identité, ils ont utilisé son nom pour commettre un crime financier. Ils l'ont déclaré mentalement inapte pour masquer leur vol. Elle attend que le bip du moniteur s'accélère, mais il reste calme. Son cœur est une machine de guerre maintenant. Elle pense à la petite clé qu'elle a cachée à l'intérieur de la doublure de son manteau, restée dans le placard de l'entrée de l'hôpital. Une clé qui ouvre un coffre dont ils ignorent l'existence, un coffre qui contient les preuves de leur propre fraude fiscale passée qu'elle avait couverte par amour maternel. La trahison est totale. Le couteau est enfoncé jusqu'à la garde. Mais ils ont oublié une règle fondamentale de la chasse. On n'achève jamais une proie sans vérifier qu'elle ne respire plus. Eliane respire. Elle respire l'odeur de l'hôpital, l'odeur de la fin d'un monde. Elle ferme les yeux. Dans son esprit, elle commence à effacer leur nom de son testament. Elle commence à imaginer les lettres de rappel de la banque qui arriveront bientôt. Le plan de contre-attaque se dessine dans l'obscurité de sa chambre. Ce n'est plus une mère qui réfléchit. C'est une créancière, une prédatrice. La caméra reste sur son visage immobile pendant de longues minutes. On entend le bruit lointain d'une sirène d'ambulance. La nuit tombe sur Lyon. L'acte de trahison est consommé. Le mécanisme de la ruine est armé. Le silence de l'appartement de luxe de Marc est brisé par un son sec. Le clic d'une souris d'ordinateur,
Un, deux, trois clics. Il est 3 heures du matin. L'écran projette une lumière bleue crue sur son visage fatigué. Il y a une tache de café sur son bureau en marbre. Il regarde les chiffres sur le tableau de bord de la holding. Mais les chiffres ne bougent pas. Ils sont gelés. Marc essaie d'accéder au compte principal. Accès refusé. Il tape le mot de passe qu'il a volé à Eliane à l'hôpital. Accès refusé. Il réessaie. Ses doigts frappent les touches avec une force inutile. Il ne comprend pas. Le système indique que l'identité numérique est sous surveillance pour activité suspecte. Il pense que c'est une erreur informatique. Mais ce n'est pas une erreur. C'est la conséquence du code visuel qu'Eliane a glissé dans sa signature. Le notaire a activé le protocole de gel immédiat. Dans une autre partie de la ville, Sophie est dans sa salle de bain. Elle se regarde dans le miroir, elle porte un peignoir en soie qui coûte le salaire annuel d'une infirmière. Elle applique une crème de nuit. Le téléphone vibre sur le rebord du lavabo. C'est un message de la banque. Son prêt pour la villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat est suspendu. La raison ? Défaut de garantie. Le terrain qu'elle pensait posséder, celui qu'elle a volé à sa mère par procuration, fait l'objet d'une saisie conservatoire. Elle ne crie pas. Elle reste immobile. Elle regarde une petite ride au coin de son œil. Elle sent une vague de froid monter de ses pieds. Elle essaie d'appeler Marc. Il ne décroche pas. Il est trop occupé à regarder l'écran de son ordinateur qui affiche maintenant un message rouge. Audit en cours. Pendant ce temps, Eliane est assise dans un taxi. Elle a quitté l'hôpital contre l'avis des médecins. Elle porte son manteau noir. Elle a la petite clé du coffre serrée dans sa main. Elle regarde les lampadaires défiler. Elle ne pense pas à ses enfants comme à des êtres humains. Elle les voit comme des actifs toxiques qu'il faut liquider. Elle a déjà contacté les autorités fiscales de manière anonyme. Elle a envoyé un dossier crypté contenant 10 ans de preuves de manipulation de marque. Elle arrive devant un immeuble discret du centre-ville. Elle entre. L'odeur du vieux papier et de la cire remplit le hall. Elle monte au 3e étage. Elle rencontre son avocat personnel, celui dont Marc et Sophie ignoraient avant l'existence. L'homme est vieux. Il porte des lunettes rondes. Il ne dit rien. Il lui tend un document. Eliane lit le document sous une lampe de bureau faiblarde. C'est l'acte de vente d'un terrain industriel massif. Le terrain sur lequel Marc a construit son plus grand projet immobilier. Ce terrain n'appartenait pas à la holding. Il appartenait à une société écran qu'Eliane contrôlait seule. Elle vient de le vendre à un concurrent direct pour une somme dérisoire, à la seule condition que les travaux de Marc soient stoppés immédiatement pour violation de propriété. Elle signe le document. Le bruit du papier est le seul son dans la pièce. Elle rend le stylo à l'avocat. Elle se lève. Elle n'a pas mangé depuis 24 heures, mais elle ne ressent pas la faim. Elle ressent une clarté absolue, une précision chirurgicale. Le lendemain matin, Marc arrive au bureau. Il y a 2 hommes en costume gris qui l'attendent devant la porte. Ils ne sourient pas. Ils montrent leur carte de l'inspection des finances. Ils parlent de blanchiment d'argent. Ils parlent de l'utilisation frauduleuse de l'identité d'une personne vulnérable. Marc sent la sueur couler dans son dos. L'odeur de son propre stress est acide. Il essaie de les appeler « messieurs ». Sa voix déraille. Il cherche son téléphone pour appeler Sophie. Il voit qu'il a reçu 20 appels manqués d'elle. Le dernier message dit « Ils ont bloqué mes cartes de crédit au restaurant. Tout le monde regardait. Qu'est-ce qui se passe ?» Eliane, de son côté, est installée dans une petite chambre d'hôtel simple. Elle a une tasse de thé noir devant elle. Elle regarde la télévision, mais le son est coupé. Elle regarde les images muettes d'un reportage sur la météo. Elle sait que l'engrenage est en marche. Elle a retiré les fondations. Maintenant, elle n'a plus qu'à regarder la structure s'effondrer sous son propre poids. Elle pense à la villa de Sophie. Elle pense aux montres de Marc. Elle pense à leur arrogance. Ils ont voulu son identité, mais ils n'ont jamais compris ce qu'elle signifiait, vraiment. Son identité, c'était le travail, la rigueur et le contrôle. Sans elle, pour tenir les fils, ils ne sont que des marionnettes dont on a coupé les cordes. La caméra filme Eliane de dos. Elle est face à la fenêtre. On voit le reflet de son visage dans la vitre sombre. Elle ne sourit pas. Elle attend. Elle écoute le silence de la chambre d'hôtel. C'est un silence de victoire, un silence de mort. Le premier acte de la chute est consommé. Les enfants commencent à comprendre que le piège qu'ils ont tendu s'est refermé sur leur propre cou. La lumière du jour est crue dans le bureau de Marc. Elle souligne la poussière sur les étagères autrefois impeccables. L'odeur de la panique est métallique, comme du sang sur du fer blanc. Marc ne porte plus sa montre en or. Il l'a posée dans le tiroir de son bureau, comme si s'en séparer pouvait conjurer le sort. Devant lui, un homme en costume gris anthracite lit un document à haute voix.
Sa voix est en monocorde, dénuée de toute inflexion. Il énumère les chefs d'accusation: usurpation d'identité, falsification de documents médicaux, détournement de fonds sociaux. Marc regarde ses mains. Elles tremblent légèrement. Il essaie de se souvenir du moment précis où le sol s'est dérobé. Il pense à l'hôpital, il pense au sourire de sa sœur. Il réalise maintenant que ce sourire était une erreur de calcul monumentale. Le document qu'ils ont forcé Eliane à signer n'était pas une reddition. C'était un traceur, un poison à retardement qui infecte maintenant chaque transaction, chaque contrat, chaque ligne de crédit. À l'autre bout de la ville, Sophie est assise sur une chaise en plastique dans le hall d'une banque de second rang. L'odeur du détergent bon marché lui donne la nausée. Elle attend depuis 2 heures. Elle a essayé d'appeler son gestionnaire de fortune habituel, mais il ne prend plus ses appels. Elle a reçu un avis d'expulsion pour sa villa. La garantie bancaire, basée sur les actifs d'Eliane, a été révoquée. La banque réclame le remboursement immédiat de 3 millions d'euros. Sophie regarde son reflet dans la vitre de l'accueil. Elle a l'air vieille. Ses cheveux sont ternes. Elle réalise que son identité n'était qu'un reflet de celle de sa mère. Sans le nom d'Eliane, sans son crédit, sans son aura de respectabilité, Sophie n'est qu'une femme endettée, dans un hall de banque froid. Elle sort son téléphone. Elle compose le numéro de sa mère pour la 100e fois. Le répondeur tombe immédiatement. La voix d'Eliane est calme, enregistrée il y a des années. Laissez un message. Je vous rappellerai si cela est nécessaire. Le mot nécessaire résonne dans la tête de Sophie comme un glas. Le soir tombe sur Lyon. Dans les bureaux de la holding, les employés partent un par un. Le silence s'installe, lourd et oppressant. Marc est toujours là. Il regarde les camions de déménagement garés en bas de l'immeuble. Ils ne sont pas là pour lui. Ils sont là pour saisir le mobilier de bureau. Les huissiers ont déjà apposé des scellés sur les archives. Il reçoit un appel de son avocat. L'homme est bref. Il dit que la stratégie de défense est impossible. Il dit que les preuves fournies anonymement, des enregistrements audio de leurs conversations dans la chambre d'hôpital, sont accablantes. Marc sent un froid polaire envahir sa poitrine. Sa mère avait caché un enregistreur dans son propre oreiller. Elle avait tout prévu. Elle les a laissés parler. Elle les a laissés planifier leur propre ruine tout en feignant l'inconscience. L'enjeu n'est plus l'argent. L'enjeu est la liberté. Marc regarde la fenêtre. Il pense à la prison. Il pense à l'odeur des cellules, à la nourriture dans des barquettes en plastique, au bruit des verrous. Il appelle Sophie. Sa voix est brisée. Il lui dit qu'ils doivent fuir. Sophie rit au téléphone. Un rire sec, sans joie. Elle lui dit qu'elle n'a plus d'argent pour un billet de train, encore moins pour un avion. Leurs comptes sont saisis, leurs cartes sont échanges et sont de simples morceaux de plastique inutiles. La caméra reste fixée sur le visage de Marc pendant 3 minutes. On voit l'ombre de la nuit gagner la pièce. Il ne bouge pas. Il attend que la police vienne le chercher. Il sait qu'ils viendront. C'est mathématique. Chaque action entraîne une réaction égale et opposée. Il a agi avec cruauté. La réaction est d'une précision chirurgicale. Pendant ce temps, dans sa chambre d'hôtel, Eliane dîne seule. Elle coupe sa viande avec une lenteur extrême. Le bruit du couteau sur la porcelaine est le seul son. Elle regarde les informations à la télévision. On y voit brièvement le logo de son entreprise avec le mot « scandale » en gros caractères. Elle ne change pas de chaîne. Elle continue de manger. Elle mastique chaque bouchée 30 fois. Elle savoure le goût de la discipline. Elle sait que ses enfants sont à l'agonie. Elle sait qu'ils ont perdu tout contrôle. Mais elle sait aussi que le véritable effondrement n'a pas encore eu lieu. L'effondrement total, c'est quand on réalise que même la haine ne peut plus vous sauver. Elle pose sa fourchette. Elle boit une gorgée d'eau plate. La température de l'eau est exactement celle de la pièce. Elle ferme les yeux et écoute le vent souffler contre la vitre. Le calme avant la destruction finale. La lumière du matin ne se lève pas sur la holding. Elle se lève sur un banc public, près de la gare de Perrache. Marc est assis là. Son costume sur mesure est sans froissé. Il y a une tache de graisse sur son revers. L'odeur de la rue, un mélange d'urine, de gaz d'échappement et de café brûlé, remplace désormais le parfum de santal. Il n'a plus de téléphone. L'appareil a été saisi comme preuve matérielle. Il regarde ses mains. Elles ne tremblent plus. Elles sont inertes, des mains inutiles. Il pense à la nuit qu'il vient de passer. Il a essayé de dormir dans sa voiture, mais la police est venue. Ils n'ont pas encore de mandat d'arrêt, mais ils ont saisi le véhicule. Il est désormais un piéton dans une ville qu'il pensait posséder. Il regarde les gens pressés qui partent au travail. Personne ne le reconnaît. Sans son titre, sans son bureau au dernier étage, Marc n'existe pas. Il est une ombre grise sur un banc froid. De l'autre côté de la ville, Sophie est dans un petit appartement de banlieue. Ce n'est pas le sien.
C'est celui d'une ancienne amie qu'elle méprisait autrefois. L'air est lourd, l'odeur du tabac froid et du linge humide imprègne les murs. Sophie est assise sur le sol de la cuisine. Elle regarde une facture d'électricité qu'elle ne peut pas payer. Elle a essayé de vendre ses bijoux la veille. Le bijoutier lui a dit que les pierres étaient point des faux. Des imitations de haute qualité qu'Eliane avait substituées aux originaux il y a des mois, prévoyant que Sophie tenterait de les liquider en cas de crise. Le silence dans la cuisine est tranchant. Sophie réalise l'ampleur de la préparation de sa mère. Ce n'était pas une réaction émotionnelle. C'était une exécution méthodique. Elle a été dépossédée de son passé, de son présent et de son futur. Elle n'a même plus de souvenirs authentiques, puisque même ses bijoux étaient membres des mensonges. Elle se lève lentement. Ses genoux craquent. Elle se dirige vers le robinet. L'eau coule tiède et féreuse. Elle la boit à même la main. Elle pense à sa mère. Elle essaie de ressentir de la colère, mais elle ne ressent que du vide. Un vide immense, comme un trou noir qui a tout dévoré. Marc et elle ne sont plus des frères et sœurs. Ils sont des complices ratés qui se détestent. Le lien familial a été dissous dans l'acide de la fraude. À midi, Marc se rend devant l'immeuble de sa mère. Il reste sur le trottoir d'en face. La caméra s'est placée derrière lui, fixée sur la façade de pierre blanche. Les rideaux sont tirés. Il voit un camion de livraison s'arrêter. Des hommes déchargent des caisses de livres. Sa mère réorganise sa bibliothèque alors que son fils est à la rue. Marc veut traverser. Il veut hurler. Il veut demander pardon. Mais il sait que la porte ne s'ouvrira pas. Le code d'entrée a été changé. Le service de sécurité a sa photo avec l'ordre formel de ne pas le laisser approcher. Il réalise alors la vérité ultime. Eliane ne cherche pas à les voir souffrir. Elle les a simplement effacés. Pour elle, ils n'existent plus. Ils sont des erreurs comptables qu'elle a corrigées. Ils sont des variables qu'elle a supprimées de l'équation de sa vie. C'est cela, le véritable fond. Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la prison qui l'attend. C'est l'indifférence absolue de la seule personne qu'il ait jamais aimée. Sophie, elle, marche le long du Rhône. Le vent est froid. Elle regarde l'eau sombre et tourmentée. Elle pense à son identité volée. Elle a utilisé le nom de sa mère pour briller. Maintenant, ce nom est associé à une enquête criminelle internationale. Elle ne pourra plus jamais porter ce nom sans que les gens ne détournent le regard. Elle est marquée au fer rouge. Elle s'assoit sur un quai en pierre. Elle retire ses chaussures de luxe dont le talon est cassé. Elle regarde ses pieds nus. Ils sont sales. Elle pleure enfin, mais ce sont des pleurs silencieux. Des pleurs de défaite totale. La caméra reste immobile sur ses pieds nus contre la pierre grise. Le contraste entre la soie de sa robe et la saleté du sol est la signature de son échec. Le soir tombe à nouveau. Marc et Sophie ne se sont pas parlé de la journée. Ils n'ont plus rien à se dire. Ils attendent que l'obscurité les recouvre. Ils sont au fond de l'abîme. Et au fond, il n'y a pas de lumière. Il n'y a que le bruit de l'eau et le silence d'une mère qui a enfin trouvé la paix dans la destruction de ce qu'elle a créé. Le silence est revenu dans la maison de famille. Un silence lourd, presque solide. Eliane est assise dans son fauteuil habituel, près de la cheminée éteinte. L'odeur de la cire d'abeille et du thé à la bergamote flotte dans l'air. Elle regarde ses mains, elle ne porte plus de gants, elles sont tranquilles. Sur la table d'appoint, un journal local est plié. En bas de la page 3, un entrefilet mentionne l'arrestation de 2 entrepreneurs pour fraude massive et abus de faiblesse. Leurs noms sont écrits en petites lettres noires. Marc et Sophie. Elle ne ressent pas de joie. Elle ressent l'ordre. La caméra fixe le visage d'Eliane de profil. Elle regarde le jardin à travers la fenêtre. Dehors, le givre a recouvert les rosiers. C'est une image de pureté glacée. Elle pense à la dernière fois qu'elle a vu ses enfants. C'était derrière une vitre de plexiglas, dans le parloir de la prison de Corbas. Marc avait vieilli de 10 ans. Ses cheveux étaient rasés. Il ne parlait plus de montres ou de villas. Il demandait de l'argent pour la cantine. Sophie, elle, refusait de lever les yeux. Elle fixait ses mains, les mêmes mains qui avaient déchiré le carnet d'adresse de sa mère. Eliane n'a rien dit. Elle est restée assise pendant les 20 minutes réglementaires. Elle a écouté le bruit des ventilateurs au plafond. Puis, elle s'est levée et elle est partie. Elle n'a pas laissé d'argent. Elle n'a pas promis de revenir. On n'investit pas dans un projet qui a fait faillite. Elle se lève maintenant pour marcher vers son bureau. Ses pas ne font aucun bruit sur le tapis d'Orient. Elle ouvre un tiroir secret. Elle en sort une petite boîte en laque rouge. À l'intérieur, il n'y a pas de bijoux. Il n'y a que 2 mèches de cheveux de bébé, nouées par un ruban bleu et un ruban rose. Elle les regarde pendant un long moment. L'odeur du vieux papier s'échappe de la boîte. C'est l'odeur d'une vie qui n'existe plus. Elle ferme la boîte. Elle la pose dans la cheminée. Elle craque une allumette.
le bois est sec, la flamme prend immédiatement. Elle regarde le feu dévorer les rubans, puis les cheveux, puis la boîte elle-même. La fumée monte, grise et légère. C'est le dernier lien. La dernière trace biologique de son échec en tant que mère. Elle retourne à la fenêtre. Elle voit une voiture de police passer lentement dans la rue. Ils ne s'arrêtent pas. Ils n'ont plus de raison de s'arrêter ici. La justice a été rendue, non pas par la loi, mais par la logique. Elle a récupéré son identité. Elle a récupéré sa fortune. Elle a récupéré son silence. Le générique de fin pourrait commencer ici, sur ce plan fixe d'une femme seule, dans une grande maison vide. La lumière diminue. Les ombres s'allongent sur le parquet. On n'entend plus que le tic-tac de l'horloge comtoise dans le hall. Un battement régulier, impitoyable. Eliane s'assoit à nouveau, elle prend un livre, elle commence à lire. Elle ne pense plus à Marc qui dort sur une couchette étroite. Elle ne pense plus à Sophie qui nettoie les sols d'un couloir froid. Elle pense à la structure de la phrase, elle pense à la clarté de la pensée. L'épilogue est simple. La méchanceté des enfants envers leurs parents est un crime contre la nature, et la nature finit toujours par corriger ses erreurs. Parfois, elle utilise une mère pour le faire. Parfois, elle utilise le temps. Dans ce cas précis, elle a utilisé les deux. La caméra s'éloigne lentement, très lentement, sans mouvement brusque, jusqu'à ce que la silhouette d'Eliane ne soit plus qu'un point noir dans le cadre immense de la fenêtre. La maison semble s'enfoncer dans la nuit. Le noir complet se fait. Le silence est total. Fin de la chronique.